Dans un monde d'immédiateté, au niveau politique, vous voyez comment on glisse vers sans cesse donner l'impression qu'on fait quelque chose sans jamais attaquer un problème de fond durablement. Quand on regarde objectivement, on a une médiocrité abyssale de notre élite politique. On a des gens qui sont juste, je dis que c'est des idéoctones, ils vivent en territoire d'idées. Je rappelle que c'est Saint-Louis qui a créé les maisons closes en France. C'est-à-dire qu'il a bien fallu qu'il gère la relativité. C'est-à-dire plutôt que de rappeler un principe en se voilant les yeux, de dire on va faire avec. Donc comment on organise pour que ce soit moins pire. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Pour une fois. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui François Bert pour parler de différents thèmes, mais en particulier d'un thème qui me passionne, c'est le temps des chefs. Qu'est-ce qu'un chef? Comment être un bon chef? On verra que vous avez une certaine expérience dans la question. J'en profite pour présenter dès maintenant votre livre, le livre que j'avais beaucoup apprécié, qui s'appelle « Le temps des chefs est venu », et précisément sur ce thème, avec comme sous-titre « Changer le casting de la politique ». Vaste programme. Ouais. Vaste programme. Et puis vous avez écrit récemment, je le présente aussi maintenant, un ouvrage dont on parlera peut-être par la suite, enfin j'espère, sur le discernement, à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces questions-là, il me semble que vous avez une approche très pragmatique, alors que moi j'y ai vu aussi des choses très philosophiques sur la prudence selon Aristote, sur des réflexions sur l'être humain, sur les passions de l'âme, etc. Et alors, vous nous en parlerez aussi plus tard, mais vous avez écrit 2 romans. D'abord, Côte 418, donc c'est un roman sur la guerre de 14, et puis Les Feux de Notre-Dame, c'est un roman d'enquête, c'est ça? Vous m'avez dit, alors je ne l'ai pas lu, vous me l'avez offert, donc je suis bien content. Donc d'enquête sur Notre-Dame et qui est aussi un chemin intérieur peut-être. Bien sûr, voilà. Très bien. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez nous faire un peu un résumé de votre parcours? Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, moi j'ai eu 3 vies, si j'ose dire. J'ai d'abord commencé effectivement comme officier, donc Saint-Cyrien littéraire. Après j'ai fait 5 ans en tout, donc 4 ans à la Légion étrangère. D'abord au 2e REP, régiment par la Légion, et après à Castelnaudary, régiment école de la Légion. Et un passage dans le nord de la France, qui était un passage très intéressant en termes de commandement. Après, j'ai fait... Donc vous avez gouverné, commandé des hommes, voilà. Vous avez été sur le terrain, vous avez été en OPEX? Oui, j'ai pu être en mission en Afrique, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, là où je me suis plus battu sur un cyclone. Puis après, beaucoup d'entraînements et des situations de commandement très nombreuses, que ce soit comme chef de section ou comme officier adjoint d'une compagnie. Et je vous interromps un peu, mais pourquoi vous avez choisi la Légion étrangère? C'est un peu le top pour 2 raisons. Oui, parce que je voulais aller, tant qu'à faire, dans les plus opérationnels. Moi, j'ai eu la chance d'être et légionnaire et parachutiste. Et j'étais dans la compagnie montagne du 2e REP. Donc, j'étais en plus avec la dimension alpine, ce qui explique le nom de ma structure après, qui s'appelle Edelweiss. J'avais un peu la double spécialité pareil alpine. Et je pense aussi que la Légion est un univers qui m'a toujours fasciné parce que c'est l'univers du rachat. C'est l'univers où... C'est encore vrai, ça? C'est très vrai. On oublie ce qu'il y a avant et on fait carte blanche et la personne peut tout donner à 200%. Et donc, de ce point de vue-là, dans l'atmosphère Légion, je n'ai pas du tout été déçu par l'immense qualité des hommes que j'ai pu commander. Alors, je vous fais une petite parenthèse. J'étais à un mariage cet été où il y avait beaucoup de Saint-Cyriens, de Sirards, soit qui venaient de sortir de l'école, soit qui étaient en école d'application. Oui, bon. Et donc, il y avait entre 23 et 25 ans. Ouais. Et alors, ça a quand même fait un choc dans le contexte du mariage où ils avaient un peu bu, ils plaisantaient, c'était des jeunes étudiants comme tous, quoi. Et donc, ils racontaient qu'en fait, ils sont à la tête d'hommes. Ils commandent des gens qui ont 50 ans, qui ont eu une expérience militaire incroyable. C'est pas sur le moment, je me suis dit, mais c'est un peu dingue de voir. Enfin, c'était des enfants, quoi. Non, mais c'est très vrai. Pour la petite histoire, je vais vivre là un moment incroyable, c'est que je reviens le week-end prochain, ce qui ne me rajeunit pas, je fais les 25 ans de ma promo. Et il y a les parrainages 25-50 ans, Saint-Cyr organise, il y a même les 75 ans, il y a quelques encore anciens qui ont survécu. Et chaque promotion fait un parrainage avec sa promo des plus 25 ans et sa promo des plus 50 ans. Donc moi j'y vais à ce titre-là, je suis sorti il y a 24 ans, donc dans un an on a tout un cycle comme ça de festivités. Et c'est vrai qu'on découvre à cette occasion à quel point c'est des gamins, quoi, ils sont tout jeunes. On était soi-même un gamin. On était ce gamin-là, on ne se rendait pas compte à quel point on était un gamin. Et après, ce que je trouve incroyable, moi, c'est de voir à la fois comment plus on responsabilise tôt, plus on est surpris des possibilités. Et le scoutisme nous l'enseigne.
de voir des gamins de 14-15 ans qui sont chefs de patrouille, qui sont déjà incroyablement capables de plus qu'on ne croit. Et d'autre part, ce que je trouve aussi très intéressant à partir du moment où on peut faire ces expérimentations-là, en fait, c'est de voir aussi que ça fait appel, et là aussi ça fait un lien avec le scoutisme, ça fait appel à d'autres qualités. Et pour moi, j'ai souvent vu d'ailleurs le scoutisme comme une revanche de gens non scolaires qui étaient très doués, soit dans la relation, soit dans la décision. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment justement, à partir du moment où on donne la responsabilité, ça ne va pas forcément être les premiers de la classe qui vont fonctionner, et que des gamins comme ça, plutôt timides, introvertis, soudainement se révèlent incroyablement en situation de crise, parce que pour le coup, le sens de l'action, l'intelligence des priorités, la manière d'embarquer, ils l'ont assez instinctivement. Je vous raconte une anecdote tout à fait qui n'a rien à voir, mais ça me fait penser ce que vous dites. J'organise souvent des activités avec des jeunes un peu en contexte rude, c'est-à-dire qu'on dort dehors, sans tente, rien. Et alors, un été, on arrive sur le premier soir, et alors le chef, moi je suis l'aumônier, quoi, il y a un chef, je ne sais pas pourquoi il était de mauvaise humeur, et donc il commence à engueuler tout le monde, à se faire très mal voir. Et moi je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il fait Bon, je le connais très bien, c'est moi qui l'ai choisi, etc. Bon, je me dis, il va falloir que je lui parle, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, et plus il était désagréable, alors ensuite il ressentait un peu de défiance, et donc plus il était désagréable, enfin ça avait très mal commencé, quoi. Et en fait, il se met à pleuvoir. Dans la nuit, on devait dormir dehors, et il se met à pleuvoir. Et alors là, en un instant, il est redevenu le chef, parce que quand on est dans une situation de crise et de difficulté, en fait tout le monde s'est tourné vers lui, en disant, tel chef, on fait quoi? Et là, il a complètement assuré. Il a organisé des trucs, mettre des bottes de foin, planter des trucs, tendre des bâches, etc. Et là, tout le monde lui obéissait au doigt et à l'œil, parce qu'en fait, tout le monde savait que si on voulait ne pas être trempé pendant toute la nuit, il fallait qu'on suive les instructions. Et visiblement, il s'y connaissait, il savait faire. Et j'ai trouvé ça très, très impressionnant humainement, parce qu'il a gagné la confiance du groupe dans cette situation de crise, comme ça, en un instant, alors que c'était très très mal parti, quoi. Mais c'est incroyable, et je trouve que c'est une très bonne illustration, justement, ces sujets sur lesquels je secoue souvent les gens que je forme, notamment dans les grandes entreprises. C'est de leur dire, tous les gens qui, au départ, veulent plaire à tout prix ou montrer qu'ils savent tout, ils ont intérêt à être sûrs d'eux, parce que la vraie épreuve du feu, la vraie révélation, c'est en période de crise. Et que de gens brillants et sympas perdent tout crédit à partir du moment où la difficulté s'annonce, et que de gens rugueux, comme vous dites, ou ça ne veut pas dire qu'il faut être désagréable, hein, mais rugueux ou parfois un peu en recul, extrêmement silencieux, incapables de communiquer, soudainement se révèlent à partir du moment où la crise arrive, quoi. Et les temps de crise sont aussi intéressants pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai deux périodes d'histoire que je trouve extrêmement intéressantes. C'est la Résistance et les guerres de Vendée. C'est-à-dire la Résistance et les guerres de Vendée font émerger des illustres inconnus que la population d'un seul coup valide, la population ou des anciens militaires plus côté Résistance, mais valide d'un seul coup, parce que autant, tant qu'il s'agissait de vivre calmement en temps de paix ou de chercher quelqu'un qui mette l'animation, on savait qui chercher, mais à partir du moment où c'était réellement critique, là, on va chercher plutôt le taiseux de fond de salle, dont on sent qu'il porte en lui une autonomie de décision, une autonomie de pensée qui s'appelle le discernement. Et donc, incroyable de voir... Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un chef ? On attend précisément ça. Si je prends et Résistance et guerre de Vendée, on est allé souvent chercher des gens qui ne voulaient pas, qu'on allait tirer de leur lit comme charrette. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui sait le poids de la crise, il a plutôt tendance à freiner. Ce qu'on attend d'un chef avant tout, c'est la capacité autonome de décision, donc la capacité à montrer le chemin. On parle beaucoup de leadership aujourd'hui. Un leader, au sens anglais du terme, un leader, c'est juste celui qui sait entraîner. Mais si on suit cette logique-là, Hanouna et Nabila sont les leaders d'aujourd'hui. De fait, oui. Et je ne sais combien d'influenceurs qui sont des prophètes du vide, prophètes du néant et du dérisoire, ont un nombre incalculable de followers sur la base de l'alimentation de ce dérisoire. Mais ils vont nulle part. Et puis, deux moustachus pendant la guerre, l'un carré, l'autre gaulois, qui ont eu une capacité à entraîner des foules. Mais le gros problème était la direction, qui a fait perdre des millions de vies, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre justement le leader et le chef ? Ce n'est pas l'automotricité, la capacité embarquée, c'est l'autonomie de sous-pesage, si je veux dire, des situations, qu'on appelle le discernement. Donc l'autonomie de pensée, l'autonomie dans l'appréciation de la relativité, toute la difficulté du discernement. On ne peut pas être sur des règles absolues. Donc ce qu'on attend d'un chef, c'est, quelles que soient les circonstances, d'être capable de donner par étapes la direction au groupe pour que le groupe avance en dépit des difficultés et parvienne à sa finalité.
Alors, on fera de la philosophie plus tard. Je vous ai interrompu, on est parti déjà dans des discussions. Vous avez dit que votre vie était en 3 parties. Donc première partie militaire. Pendant 9 ans militaire. 9 ans militaire. Officier. Officier. Après, j'ai fait un truc très logique. J'ai fait 4 ans dans la finance. Et j'ai fait très fort parce que je suis arrivé en juillet 2007. Donc c'est le début de la crise financière. Donc, vous avez tout perdu. Voilà. Heureusement, c'est pas moi qui gérais tout. Non, donc du coup, j'ai pu voir comment un monde économique plein de certitudes était fracassé par je ne sais combien d'aléas. Et combien, ce que j'ai trouvé très intéressant, notamment les échanges que j'ai eus dans la banque où j'étais, c'est que Dieu sait qu'il y avait des analystes bien plus capés que moi pour décortiquer les chiffres. En revanche, j'apportais ce qui leur manquait, c'est-à-dire précisément du recul et du discernement. Et la capacité à voir au-delà des chiffres. J'ai récemment fait une conférence devant tous les directeurs financiers des entreprises françaises, le grand sommet des directeurs financiers. Je leur ai dit, votre métier c'est le visible, moi mon métier c'est l'invisible. Et je vais précisément, le discernement, c'est écouter cet invisible qui permet la décision, parce que c'est là que ça se joue la plupart du temps. Et donc, du coup, j'ai fait 4 ans dans la finance, dans cette phase un peu mouvementée, avec 2 ans où j'ai pu voir du coup un certain nombre de choses et accélérer ma connaissance du monde économique. Et j'ai fait aussi 2 ans de management de commerciaux. Donc ça a complété mon expérience de management militaire par un management très terrain de commerciaux dans une boîte de commerciaux. Et est-ce qu'on dirige des commerciaux comme on dirige des militaires? Il y a forcément des règles communes. Il y a des règles communes? Oui. Après, les objectifs ne sont pas les mêmes, mais ce que je trouve intéressant, moi j'ai développé plein d'idées à partir de ça. Ce qu'on va retrouver systématiquement, c'est la capacité justement à toujours réélever le débat pour donner une direction là où les gens pourraient se perdre dans des détails, ou des choses obsessionnelles, ou par exemple vouloir gagner de l'argent au détriment des gens. Voilà. Donc c'est la capacité à donner une direction qui est juste, c'est-à-dire faire combiner l'intérêt et le devoir. Et puis après, c'est tous les leviers. Tout ce que j'appelle moi l'intelligence de l'envie, comment on fait en sorte de créer une vraie subsidiarité, comment on fait en sorte de se battre aussi contre toutes les dérives, ce que j'appelle l'intelligence de la contrainte. Et donc, alors, vous utilisez du vocabulaire technique, mais j'aimerais qu'on essaie de le comprendre peut-être. Ouais. Déjà, qu'est-ce que c'est la subsidiarité? Parce que moi, dans mon expérience aussi humaine, comme prêtre, j'ai une expérience très pragmatique des hommes et des situations. Je pense que justement la subsidiarité, c'est une des choses les plus difficiles. Oui. Et quand on confie quelque chose à quelqu'un, savoir le laisser libre tout en le contrôlant et ne pas abandonner la partie, parce qu'ensuite, comme chef, c'est le chef qui doit porter la responsabilité. C'est clairement le sujet. Moi, j'ai une image que j'aime beaucoup, qui résume bien, et après, j'ai une astuce très concrète que je décris dans mon livre sur le discernement. L'image, c'est il faut que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou. Oui. On ne tient pas le clou pareil quand on n'a pas le marteau. Un peu plus bas et c'est un peu plus suspensif. Donc tout l'enjeu, c'est de restituer le clou à celui qui tient le marteau ou le marteau à celui qui tient le clou. Et donc à chaque question, c'est un truc très concret de se dire, est-ce que, si je le traduis concrètement, est-ce que j'ai le levier du terrain sur lequel on me demande de me prononcer et vice-versa, est-ce qu'on m'a donné le terrain de ce sur quoi j'ai des leviers. Donc c'est intéressant à chaque fois qu'il faut repositionner, se dire, là on me demande une décision, est-ce que concrètement c'est mon terrain ou c'est celui de quelqu'un qu'il faut que je rétribue, ou là on me demande de gérer quelque chose, mais je n'ai pas les leviers de la décision, comment je fais pour récupérer les leviers de la décision, parce que c'est un peu facile de me demander une responsabilité sur un truc dont je n'ai pas les leviers. Ça c'est un peu l'idée, très claire, ce qu'on voit très bien aussi entre France et l'Union européenne par exemple. Après, comment ça se passe concrètement? J'ai souvent des gens qui me disent, j'ai essayé la subsidiarité, ça ne marche pas. Et donc j'ai arrêté. Voilà. Et alors je dis, c'est quoi pour vous la subsidiarité? Il me dit, je laisse faire et je viens contrôler. Je dis, tu subis 2 fois. C'est-à-dire que laisser faire, forcément, c'est organiser le chaos. Et venir contrôler, c'est pas venir comme chef, c'est venir comme auditeur. Et un auditeur, il n'a aucune légitimité dans sa possibilité de faire avancer le groupe. Comment on s'en sort dans cet équilibre que j'ai appelé, moi, le « explique-moi ton dispositif ». C'est très concret. J'étais un jour dans un camp de manœuvre, je vois un soldat qui ressemblait, comme dirait mon cousin, à rien en moins bien. C'est-à-dire que son truc était vraiment ni fait ni à faire. J'avais 2 options traditionnelles. Soit lui dire, t'as vu comme c'est pourri ton truc. Ça, c'est le danger de l'expert qui dit pourquoi c'est foutu, comme beaucoup de politologues qui sont des sponsors de Radio Suicide, qui expliquent pourquoi tout est foutu. Et de l'autre côté, le côté relationnel, qui est de dire, mon chéri, comment ça va? Je vais être gentil, du coup, ça va bien se passer. Ça, c'est la tendance un peu trop Louis XVI. C'est-à-dire gentil, mais à la fin dangereuse. Et donc, comment on s'en sort? On s'en sort quand on lui dit cette phrase toute simple. Explique-moi ton dispositif. C'est-à-dire que, au lieu de céder au vertige de l'analyse ou au vertige de la sympathie, on repotentialise quelqu'un dans toutes les capacités qu'il a.
quand je lui dis « explique-moi ton dispositif », en fait, je vais faire ça en 4 étapes. Je vais lui dire, d'abord, je vais lui donner un effet à obtenir. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on délègue en rentrant dans le détail. Donc, vous voyez, on est en train de dire « je vais te laisser un espace » et on est déjà en train de le couper, de lui prendre son marteau. On dit « tiens ton clou, mais tiens, c'est moi qui vais tenir le marteau ». Et donc, quand on veut que quelqu'un soit autonome, on lui donne simplement le résultat final. On lui dit « voilà ce qu'il faut que tu produises à la fin ». Puis on laisse un vrai temps d'appropriation. C'est-à-dire qu'on dit « pendant une semaine, pendant 15 jours, tu te débrouilles, tu me dis comment tu vas t'y prendre ». Et enfin après, les 3 étapes, c'est au bout du délai, soit la personne n'a rien fait, auquel cas on ne fait surtout pas l'erreur de faire à sa place. On lui dit « je crois qu'on ne s'est pas compris, je te redonne un délai, je te redis ce que je veux que tu me donnes à la fin ». Et si on se rend compte qu'il n'est pas capable, c'est qu'on n'a pas choisi la bonne personne pour le faire, sûrement. Parfois, c'est qu'on ne lui a pas laissé assez le choix, assez cet espace-là. C'est-à-dire que moi, j'ai eu souvent des gens qui n'avaient jamais été responsabilisés et du coup doutaient en eux. Le « explique-moi ton dispositif », pourquoi il est très puissant? Parce qu'il dit, en gros, « je ne doute pas que tu ne sois capable ». Et à partir du moment où on fait ça, on réveille chez quelqu'un une capacité dont il doutait lui-même. Pour moi, c'est ce qui est très puissant dans le regard de chef, qui est aussi le regard du père, qui est celui qui donne la confiance, qui rend la capacité. Alors justement, en vous écoutant, je me disais, ce discours, on pourrait le transposer presque mot à mot à l'éducation. Bien sûr. Parce que justement, ces 2 écueils, celui de reprendre et de critiquer de haut, et celui d'essayer de faire dans l'affect et de l'ami, ce sont les deux écueils du père ou de la mère de famille. Moi, j'ai un cas très concret à vous soumettre. J'ai un fiston qui, Parcoursup aidant, vive Parcoursup, n'avait rien eu de ses choix à la veille du bac. Ça lui a plombé le moral. Et à 15 jours du bac, il avait complètement dégrafé. Il n'arrivait plus à s'y mettre parce que ça l'avait fait perdre confiance en lui et il ne voyait pas où il allait. Et à 5 jours des examens, je voyais qu'il ne bossait plus. Et vous voyez, la double tentation, c'est soit de vouloir à tout prix être gentil pour qu'il fasse, soit lui dire « tu vas tout faire, je vais te dire, on va faire un emploi du temps et je veux que tu fasses ça, ça, ça » et tout reprendre en main. Qu'est-ce que je lui ai dit? Après lui avoir déminé sa situation, je lui ai dit « c'est dans 5 jours, de toute façon, il va falloir que tu passes par le bac, je ne doute pas une seule seconde que tu aies les capacités pour, tu vas me dire comment tu vas t'y prendre d'ici mardi. Explique-moi ton emploi du temps. » Oui. Et puis, le lendemain, il me fait une proposition et il y avait un week-end scout au milieu. Vous voyez la tentation, c'est dire, alors ton week-end scout, il est hors de question, ça saute, il faut que tu bosses. Non. Je lui dis, d'après toi, au vu de ton emploi du temps, est-ce que tu penses que ça passe ou pas? Il me dit oui. Il me dit oui. Je lui dis, ok, c'est toi qui sais. Il commence à travailler. Je l'appelais 2 fois par jour pour l'encourager à avoir son débrief. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous le vendredi soir? De lui-même, il m'a appelé en disant « ça passera pas. Ça passera pas, donc je vais faire sauter le truc. » Quand vous avez permis à la personne, par elle-même, d'évaluer la situation, parce que vous l'en avez rendue capable et que vous la croyez capable, elle est capable de tous les leviers possibles. Et du coup, il a annulé ce week-end-là, il s'est pris en main et mention bien. Ah, bah, très bien. Félicitations. Voilà. Et vous voyez l'idée. Oui. Mais l'erreur, c'est toujours de rentrer tellement dans le détail parce qu'on a notre propre peur transmise qu'on paralyse. Et j'ajoute un élément que j'ai entendu dans une conférence de François-Xavier Clément, qui a écrit le livre sur la pédagogie, l'enseignement, et qui disait en fait il faut faire la distinction dans l'éducation entre ce qui est important, ce qui est, alors je ne me souviens plus les termes, mais ce qui est essentiel et ce qui est absolument non négociable. Non négociable. Et en fait, il disait l'erreur de beaucoup de parents, c'est évidemment bien réussir un devoir, c'est quelque chose d'important. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Et puis, comme ça, donc, il dit c'est très important que dans la tête des parents, il y a une hiérarchie dans ce qu'ils veulent obtenir de leur enfant. Alors, il ne s'agit pas de... Là, il ne parle pas des choses accessoires secondaires, mais il dit même dans les choses qui sont importantes, finalement, est-ce que ce qui est important, c'est de gagner beaucoup d'argent ou de faire une grande école? C'est important sans doute, mais ce qui est essentiel, c'est plutôt d'être heureux, d'être épanoui,
d'être un homme ou une femme libre et intelligente qui est heureuse et fière d'elle-même, quoi. Et puis, ensuite, il y a ce qui est non négociable, c'est le domaine de la foi, parce que parfois, il faut se sacrifier des choses, parce qu'il y a des principes plus hauts, la justice, etc., quoi. Donc, c'est intéressant ça aussi, peut-être, comment est-ce que, comme chef, on hiérarchise ses priorités en fonction de la fin. Clairement, en fait, moi j'ai toute une réflexion autour justement de la mission, ce que j'appelle la mission. C'est-à-dire que là, le côté militaire aide, mais c'est un peu partout. La mission peut dire que c'est un peu comme une transcendance opérationnelle. C'est-à-dire que, désolé, ça va être un peu complexe, mais derrière des mots, une réalité simple, j'appelle ça l'actualisation du débouché collectif, c'est-à-dire la manière dont un collectif va vers sa meilleure finalité. En gros, le collectif, on comprend bien, un groupe doit bien aller vers sa finalité. Le débouché, c'est quoi? C'est pas la performance. Pour vous donner la différence entre performance et débouché, si je vous dis que j'ai des super stats au match de foot hier, au bout d'un moment, vous dire « Ouais, mais tu l'as gagné ou pas ?» Je dis « Oh non, j'ai des stats. » Non, mais tu as gagné ou tu as perdu? Voilà. Donc ça, c'est la performance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de la performance pour justifier, donner une bonne note. Je dis que les indicateurs de performance sont souvent une manière commode de donner des bonnes notes à la défaite. Où je dis que j'ai pris le col du Petit Saint-Bernard et je fais l'assaut du Petit Saint-Bernard et je vous explique que mon taux de munitions était bon, que mon taux d'espacement entre soldats était bon, que oui, mais tu as pris le col ou pas? Non, mais j'ai des bonnes notes. Non. Voilà. La victoire, c'est binaire, tu gagnes ou tu perds. Donc déboucher, c'est quoi? C'est faire concentrer l'effort sur la meilleure utilité, sur la meilleure finalité. Et enfin, l'actualisation, parce que ça bouge tout le temps, et donc il faut bien cette intelligence de comprendre par quoi il faut passer. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est le cas d'école que vous dites, si vous incantez les notes parce que vous n'avez pas su actualiser votre débouché, et que du coup, votre obsession des notes paralyse l'enfant qui sans cesse se dit oh, « je vais avoir une mauvaise note, c'est la mort », votre non-actualisation, l'actualisation c'est quoi? C'est donner la confiance là. Au moment, par étape, l'éducation, c'est comprendre par rapport à l'état où est ton enfant, et c'est pareil quand tu es dans une boîte, par quoi il faut passer. Il y a des moments dans une entreprise, peut-être le premier sujet, c'est de créer du lien. Et puis après, c'est de structurer. Et puis après, c'est de donner des objectifs. Et donc, quelles que soient les circonstances, l'erreur, ce serait de mettre un carcan tellement rigide, on pourrait le mettre pareil pour la foi, c'est-à-dire que si on met juste la pratique pure d'avoir fait tant de prières, etc., là où le premier sujet, c'est d'amener l'enfant à découvrir son intériorité, à comprendre en quoi il y a quelque chose qui se passe, l'amour de Dieu, qu'il est aimé par Dieu, le sentir, etc. Voilà. Chaque fois qu'en fait, on fige un objectif sans comprendre par étapes ce qui est prioritaire. Vous voyez, c'est quand vous allez voir un clochard dans la rue, vous n'allez pas lui sortir un business plan pour expliquer comment il va sortir de la misère, en fait. Il a juste besoin que vous l'écoutiez et qu'à la limite, même vous lui offrez un coup à boire, même momentanément, si on boit trop. Mais il vaut mieux partager ce verre et qu'après il se relève plutôt que de lui expliquer que c'est mal et qu'il faut qu'il s'en... Voilà. Partir sans. Voilà. Et voilà, vous voyez toutes les applications de gens qui sont cochés des cases de bonne conscience par rapport à des principes définitifs, là où il s'agit précisément d'écouter les situations pour voir ce qui est prioritaire. D'où le discernement, parce que c'est écrit nulle part. Et c'est là que la difficulté du discernement, c'est qu'on gère de la relativité. Là des choses qui dépendent les unes des autres, oui. En fonction de là où on veut aller, des moyens qu'on a. Je rappelle que c'est Saint Louis qui a créé les maisons closes en France. C'est-à-dire qu'il a bien fallu qu'il gère la relativité. C'est-à-dire plutôt que de rappeler un principe en se voilant les yeux, de dire on va faire avec. Donc comment on organise pour que ce soit moins pire. Vous voyez ? Donc dans chaque circonstance, c'est là qu'un chef est pour que les gens comprennent, parce que j'ai remarqué que peut-être c'est que Saint Louis, effectivement, il y a une discussion, est-ce qu'il fallait interdire la prostitution et Saint Louis, donc au XIIIe siècle, décide de permettre, de façon contrôlée, des maisons closes, donc des lieux de prostitution, parce que, avec sagesse, il dit, en fait, si on interdit ça, en fait, ça va être partout, et ça va être bien pire, et ça va être absolument incontrôlable, et ça va mettre en danger moral tous ceux qui... bien plus de gens. Quoi. Voilà. Exactement. Donc c'est à la fois, par rapport à notre sujet, c'est à la fois prendre la relativité des choses, c'est-à-dire organiser, faire avec, plutôt que de plaquer des principes qui font pire, et qui cochent de la... En fait, il n'y a pas plus opposé pour moi à l'idée de mission, et pour moi de succès et de sainteté quand c'est truc, que l'esprit de bonne conscience, qui est une logique de cochage de cases, beaucoup plus qu'une logique d'essentiel. Et après, par rapport à l'éducation, etc., ce qui est très intéressant pour moi, là, il y a vraiment un parallèle entre l'éducation
et le côté chef, c'est plus l'intelligence des moyens qui permettent que l'intelligence incantatoire de la finalité. Si je prends une autre comparaison de la subsidiarité, si je vous dis que dans mon potager, je vous donne la ligne B4, B5, B6 et je vais venir contrôler tous les jours le nombre de courgettes et de tomates, et de l'autre côté, je vous dis non, je vais plutôt vous donner une parcelle de mon potager, je vais vous dire le nombre de fruits et légumes que je veux à la fin, mais je vais vous laisser vous organiser pour faire. Je ne doute pas que vous ayez une super astuce. Vous prenez quoi? Et la deuxième option, évidemment. Oui. Parce que je vous remets en potentialité. Moi, j'appelle ça créer des espaces de règne. En effet, pour être des petits rois plutôt que des grands valets. Il faut mieux être des petits rois que des grands que des valets. grands valets. Très belle phrase. Alors, Elle n'est pas de moi, mais je reviens à ce qu'on avait commencé. Vous aviez donc, dans votre vie trois périodes, donc une période militaire, une période dans la finance, et après la troisième période, donc vous êtes spécialisé dans le discernement, la formation de chef, oui. Plus précisément. Tout à fait, et ça s'est fait un peu par étapes successives, c'est-à-dire que moi je parle beaucoup autour du discernement d'évidence successive. Le discernement, je le qualifie comme de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence, c'est vraiment de l'écoute intérieure. Et tout ce que j'ai construit, c'est fait par évidence. C'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé sur les personnalités, on pourra y venir, mais j'ai créé une méthode sur les personnalités, ce qui a permis justement de comprendre comment certaines personnes qui n'étaient pas scolaires, en fait, avaient des talents ailleurs, on pourra en reparler. Donc j'ai pendant très longtemps orienté professionnellement des gens qui avaient les compétences mais qui étaient malheureux. En gros, vous mettez le médecin Mère Teresa à l'Institut Pasteur, ce médecin a beau être très compétent techniquement, il va vite dépérir parce que la réalité de son génie, c'est beaucoup plus la relation que le savoir pur. Et pareil, un urgentiste à l'Institut Pasteur, et il va vite dépérir et vice-versa. Voilà. Après, j'ai travaillé sur ce que j'appelle l'ostéopathie d'organisation, activité que je développe encore beaucoup aujourd'hui. Pourquoi l'ostéopathie? En fait, c'est simple, c'est que l'ostéopathie, parce que dans les métiers, souvent, il y a des crampes. C'est-à-dire que je fais un schéma très simple, c'est de voir, entre guillemets, que dans chaque métier, il y a une réalité de poste et il y a une réalité de personnalité. Si vous prenez, par exemple, vous mettez Einstein, directeur des opérations dans une entreprise, ça peut être ça. Son génie, c'est la créativité. Mais directeur des opérations, on l'attend sur de l'arbitrage continu, de l'existant et du foutoir surtout. Donc, il a beau avoir les savoir-faire, au bout d'un moment, il va dépérir. Et pourquoi je dis ostéopathie? Parce que souvent, la tentation, c'est juste de faire ce que je pourrais appeler du kiné d'organisation, c'est-à-dire du massage de crampes. C'est-à-dire qu'on va juste faire des modules, on va se parler, on va dialoguer, mais dès le lundi matin, Einstein est toujours directeur des opérations et ça se recrispe de partout. En politique, vous voyez bien, un sujet il est évident, on élit des vendeurs ou des experts en fonction, mais surtout des vendeurs ces derniers temps, qui du coup ont les qualités pour conquérir le pouvoir, mais dès qu'ils sont au pouvoir, ils ne savent pas exercer le pouvoir. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent. Donc, pour eux, la politique, c'est des modules de com. Alors, attends, on va y revenir, parce que c'est voilà, très intéressant. Mais juste terminer sur l'ostéopathie. L'ostéopathie. Alors, on ne fait pas juste des massages, des problèmes. L'ostéopathie, c'est très simple. Quand je fais l'ostéopathie, et j'ai pu le faire auprès de pas mal de structures, qu'elles soient d'ailleurs associatives ou des grands groupes ou des petites boîtes, c'est que je vais diagnostiquer les personnalités des gens. Donc, je vais voir très clairement qui est qui et un peu vérifier l'alignement entre la personnalité et le poste. Et après, je fais tout un travail justement de mise en mouvement. On parlait de mission tout à l'heure. Je vais aider chacun à bien se paramétrer par rapport à sa mission. Pareil, je vous donne un exemple très éloquent. Si vous mettez comme directeur de l'innovation dans une structure quelqu'un qui est créatif, la réalité, c'est que lui va vouloir créer avec des disciples, mais s'il a 150 créatifs, son métier, c'est plus ça. Son métier, c'est d'organiser. C'est de gérer les créatifs. Oui. Et donc, typiquement, c'est quelqu'un, soit il va falloir qu'il se trouve un adjoint pour faire ça et lui continuera à créer, soit il va falloir qu'il aille plutôt dans un métier de création et qu'on mette comme directeur du centre d'innovation quelqu'un dont le premier génie est l'organisation, le pilotage, etc. Et donc, moi, je vais comme ça amener un groupe. Vous voyez comment ça peut parler dans pas mal d'univers où les gens croient que parce qu'ils aiment l'univers, ils vont savoir faire, à redéfinir là où ils sont attendus et faire en sorte que chacun soit d'abord prioritairement sur le rôle qui lui correspond. Ce qu'on appelle dans l'armée l'effet majeur, j'en parle aussi beaucoup dans ce bouquin, etc. Et donc, vous faites un peu un portrait de chacun selon les capacités, les caractères, etc. Et ensuite, vous Et après, je fais 3 ateliers de mise en mouvement. C'est-à-dire qu'après, 3 ateliers pendant lesquels un groupe, on va voir la répartition des rôles, les gens vont pouvoir se parler. Je vais demander à chacun de bien qualifier là où il est attendu. Et vous arrivez à dire à quelqu'un que en fait, ce qu'il fait, il n'est pas à la bonne place, que c'est pas... Soit ça, soit qu'en tout cas, il faut qu'il soit conscient que son premier travail, ce n'est pas forcément ce qu'il croit et que c'est peut-être une souffrance pour lui, mais il faut qu'il fasse avec. Soit il s'organise, soit il change de poste.
Mais en tout cas, le gros mérite pour moi de ce travail, c'est qu'on objective tout par rapport à la mission, pas par rapport à l'envie De chacun. dans toutes les... C'est la mission qui commande tout le temps, en fait. Un groupe, quel qu'il soit, doit d'abord organiser son effort par rapport à la mission, parce que c'est ce qui fait converger, encore une fois, le groupe vers sa meilleure finalité. Alors, avant de revenir un peu plus en détail sur ces questions-là qu'on a mentionnées, en vous écoutant, je me dis, mais est-ce qu'autrefois on avait besoin de toute cette théorie pour s'organiser? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incapacité actuelle à savoir éduquer, à savoir transmettre, à savoir commander, alors que naturellement, les hommes, il y a toujours eu des chefs, des sous-chefs, des gens qui étaient... Il y avait des bons chefs et des mauvais chefs sûrement, mais c'est assez récent toute cette théorie du management. Non, alors ce qui est intéressant, c'est que moi je vois, donc, et faisant aussi donc, de l'accompagnement et de la formation sur tous les sujets de discernement, etc., c'est que souvent, vous voyez, par exemple, des gens que je vais accompagner, souvent je vais leur dire d'abord, votre premier éducateur, c'est la vie. Hein. Donc allez vivre des situations compliquées, rien ne remplace ça. Donc là où on ne réinvente pas la poudre, c'est que malgré tout, c'est l'expérimentation qui fait que les gens apprennent à s'endurcir un peu, et puis finalement finissent par choisir des métiers qui leur correspondent davantage. Mais là où il y a quelque chose peut-être de plus contemporain, je pense, c'est ces deux choses essentiellement pour moi qui amènent du coup à une intervention plus fréquente. C'est d'une part qu'on vit dans un monde de l'immédiateté, d'immédiateté et donc d'image. Et donc, vous voyez, la prime qui est donnée aujourd'hui, c'est les personnes qui vont mieux savoir, je vais être un peu dur, qui vont mieux savoir faire semblant. Vous voyez, au niveau politique, on croit que la loi et le communiqué valent action. Vous voyez, on est cadencé par ça. Il se passe quelque chose, l'important c'est quel communiqué, ce qu'on va dire, à quel moment, etc. Voilà, il y a un élève qui se suicide, je me rappelle que le ministre de l'Éducation nationale de l'époque dit « Ah ben on va mettre un module comme quoi il y a saisine immédiate du procureur si jamais il y a un problème par rapport à ça ». Ce n'est pas ce genre d'argutie juridique qui règle le problème du mal-être à l'école ou de l'autorité à l'école. Et pareil, Samuel Paty, on fait un communiqué sur Samuel Paty. Oui, on fait des numéros verts, c'est pareil, c'est la folie des numéros verts. À quel moment on est capable de transformer? Et donc dans un monde d'immédiateté, au niveau politique, vous voyez comment on glisse vers sans cesse donner l'impression qu'on fait quelque chose sans jamais attaquer un problème de fond durablement. On cède toujours à la dispersion, et on cède à la dispersion, c'est mon triptyque moi de personnalité, hein. C'est-à-dire que je dis qu'on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Le prêtre, c'est le professionnel du lien, le prophète, c'est le professionnel du contenu, le roi, c'est le professionnel de la décision. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une citation de l'Épître de Saint-Pierre. Exactement. Donc c'est un texte du Nouveau Testament. Effectivement, dit le chrétien, par son baptême, il participe à la grâce du Christ, à la grâce de Dieu, donc il est participant de la vie divine, et il est prêtre, prophète et roi. Voilà. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les trois dimensions, mais on a tous un dominant. Et là où c'est intéressant par rapport à notre sujet, c'est que politiquement, on s'est configuré, entre guillemets, un peu sur un monde de prêtres, c'est-à-dire un monde d'abord d'émotionnel qui repose sur l'absolu de la relation, ce qui est très bien, si je prends la métaphore, quand un prêtre est dans la possibilité d'accueil, de confession, etc., il y a l'absolu de la personne. Abbé, je demande asile, pour citer un grand film qui s'appelle Les Visiteurs, c'est que Abbé, je demande asile, c'est je sais qu'il y a un endroit où il y aura l'absolu de la relation. Donc pour vous, ce que vous appelez prêtre, c'est la capacité d'accueil, d'écoute, de compréhension. C'est le développement de la relation comme une finalité. C'est Mère Teresa, dans sa première disposition d'accueil, qui a fait des merveilles tant qu'il s'agit de traiter les individus pour les individus. Mais vous voyez bien que dès qu'on bascule en politique, par exemple, ou dans la gouvernance, on ne peut pas juste gérer les individus pour les individus, sinon on s'auto-disperse. Donc, c'est pour ça qu'il faut des génies quand la finalité est la croissance de la personne, dans l'éducation par exemple. Là, il y a la croissance de la personne qui a une finalité. Après, il y a les prophètes, eux, c'est le contenu. Vous voyez bien comment on a des analystes politiques qui sont brillants dans l'analyse. Le problème, c'est qu'une analyse aboutie ne produit pas l'action. Ce qui produit l'action, c'est l'intelligence des pas, c'est-à-dire l'intelligence des priorités successives. Si vous faites du son-auteur, ce n'est pas celui qui connaît en 30 lignes le déroulé du son-auteur qui va réussir. C'est celui qui est capable de dire « Ok, moi je vais mettre l'agnac sur pied d'appel, en avant ». C'est celui qui a l'intelligence du pas. Et donc, c'est ça le métier de chef, c'est l'intelligence du pas. C'est dans le brouhaha général, non pas rappeler ce qui serait bon en soi, mais essayer d'entrevoir ce qui est bon maintenant, d'y mettre son énergie et de faire que ça déroule derrière. Vous voyez ? Et donc,
C'est ça les rois. Et dans une société où on a beaucoup la prime au sachant, à celui qui a le plus de diplômes, à celui qui sait dire tout sur tout, ou celui qui sait communiquer émotionnellement sur tout, on a une prime naturelle aux prophètes et aux prêtres. Le roi qui a une moisson tardive et différée parce que ça prend du temps et que ça passe par des choses beaucoup moins brillantes, il n'est pas mis en valeur et c'est seul l'effet l'appel à nouveau pour qu'il prenne sa place. Et alors, vous présentez la question politique comme une manifestation évidente de ces difficultés de chef, et vous dites aujourd'hui, on n'a plus de chef parmi les politiques. Alors, pourquoi? Et parce que vous venez de dire, on a plutôt des communicants, des gens qui savent se faire élire, c'est très beau. Exactement. On a des gens qui savent se faire élire, et non pas des gens qui savent gouverner. Clairement, c'est-à-dire qu'en fait, la modalité élective est configurée pour la vente, en fait. C'est-à-dire que la modalité élective, qui est de la vente pure, et qui est de la vente qui, plus le temps passe, plus ça glisse vers du narcissisme pur, c'est « aimez-moi comme je m'aime », la modalité élective, en fait, présélectionne les meilleurs vendeurs. Ceux qui, à tout moment, savent se rendre agréables, affectionnables, etc. Et donc, celui qui est taiseux, en recul, qui pense aux étapes de l'action, il n'est pas dans le scope. Et donc, j'avais eu une image dans mon premier livre qui était de dire, si la politique est une jungle, on a aujourd'hui une alliance improbable de Tartarins et de botanistes. C'est-à-dire de Tartarins de Tarascon qui sont des merveilleux conteurs de la jungle, mais ils mettent un pied dans la jungle, c'est mort, ou des Bryce de Nice, vous voyez. Voilà, ils savent très bien parler du surf, mais il ne faut pas leur demander de surfer. Et de l'autre côté, des botanistes, ou des océanographes, si on file la métaphore des deux côtés, qui sont très bons pour dire plein de choses sur ces environnements-là, mais qui n'ont absolument pas l'intelligence de l'action prioritaire. Et alors, où sont les chefs? Comment on les trouve? Eh bien, et est-ce que vous en avez en tête? Est-ce que vous avez des exemples? Alors moi, en politique, j'ai pour ainsi dire pas d'exemple, parce que la réalité politique a vraiment amené une élite très différente. Et c'est un peu le cri de mon premier livre, c'est-à-dire, en fait, quand on regarde objectivement, on a une médiocrité abyssale de notre élite politique. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont juste, je dis que c'est des idéoctones, ils vivent en territoire d'idées. Je brasse des modules, je trouve des motions, je crée des conflits. J'existe pour sans cesse occuper une position médiatique sans jamais avoir l'intelligence durable de l'action. Et donc, on a eu un bel exemple il y a quelques jours avec Emmanuel Macron là, qui allait aux États-Unis signer la reconnaissance de l'État palestinien et qui se met en scène dans l'avion, mais c'est vraiment grotesque. Mais clairement. C'est vraiment une mise en scène où il fait comme s'il réfléchissait, comme s'il écrivait un petit peu. On se dit, mais à quel moment, qu'est-ce qu'il pense convaincre qui Et c'est à la fois la mise en scène là-dessus, puis vous voyez, même sur un sujet il est immense, mais vous voyez comment on est dans une logique purement déclarative pour susciter des affections, sans le moindre bras de fer, sans la moindre construction de dire on va dealer, sans la moindre prise en compte de la situation. On pourrait parler, c'est très intéressant, c'est-à-dire de dire oui, bien sûr qu'il y a des souffrances inouïes du peuple de Gaza et qu'il faut y mettre fin, et bien sûr qu'il faut trouver une position équilibrée entre Israël et la Palestine, c'est évident, mais contexte égal qu'actuellement, la réalité de l'État palestinien, c'est soit un État complètement absent, soit le Hamas, et à partir du moment où il y a ça, on ne peut pas faire une déclaration sans avoir pris en compte qu'il faut une logique de bras de fer pour que cette déclaration soit opérante dans l'action. Et donc, le fait de dire « je vais faire un module », c'est tellement parlant, c'est la parole performative, quoi. Je vais dire un truc et ça va se faire tout seul. Moi, je m'étais amusé à dire que ça s'appelle Jacques a dit, quoi. On a dit Jacques a dit, donc ça va marcher. Non, en fait, il n'y a pas de Jacques a dit politique. Et donc, c'est effectivement cette mise en scène permanente. Et pour moi, les chefs, ça a été toute ma réflexion de départ. Les chefs, moi, je les croise beaucoup. J'ai la chance de passer mes journées à former des chefs d'entreprise ou des dirigeants. J'en vois beaucoup qui sont absolument inconnus, mais qui font un super taf. Mais est-ce que justement le problème, parce que vous n'avez pas répondu à l'une de mes questions, trop nombreuses, mais qui disait comment former, comment susciter des chefs? Est-ce qu'il n'y a pas aussi que beaucoup d'hommes aujourd'hui se jettent dans l'activité économique et le succès économique au détriment, en laissant aux prophètes et aux prêtres, ceux qui sont dans le sentiment ou dans l'affect, dans la communication, les rôles de chef qu'ils devraient prendre? Oui, donc par rapport à votre question, donc premier sujet pour moi, c'est l'intérêt de tous mes livres, enfin surtout des trois. Notre-Dame, c'est encore autre chose, c'est plutôt la résilience. Mais
c'est de valoriser ce profil-là parce que je pense que l'école ne le valorise pas. Et de dire, il y a en fait, je vais vraiment répondre à votre question, c'est un des chapitres clés du discernement, c'est-à-dire on vit dans un monde bipolaire justement. On vit dans un monde où on valorise le savoir et le savoir-être, le manager et le leader. Vous voyez, ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills. Mais on oublie qu'il y a une troisième modalité d'intelligence, qui est une intelligence en soi, pour moi, qui est l'intelligence naturelle de discernement, celle des rois, qui sont des professionnels de la relativité. Et donc, premier sujet, c'est de valoriser ça dans un maximum d'univers. Pourquoi ? Parce que du coup, les 10 chefs, en fait, ils sont valorisés nulle part. Donc, on considère que c'est soit des sous-experts, soit des sous-communicants. Non, ils ont une troisième intelligence qui se révèle dans la crise, comme vous l'évoquiez avec votre chef scout. Donc, premier sujet quand même, j'insiste, et c'est pour ça que c'est intéressant de le développer. Vous parlez de François-Xavier Clément, qui m'a fait l'honneur d'être aussi formateur dans Altea Academia qu'il a créé, qui est un super projet. Et donc, je suis partenaire, moi aussi, de pas mal de structures comme ça, publiques, privées. C'est au maximum, déjà, valoriser cette posture-là. Et un de mes grands bonheurs, moi, c'est, je l'ai fait aussi dans l'orientation professionnelle, de petits jeunes que j'ai d'un seul coup amenés à découvrir qu'ils avaient un talent caché, de leur dire, voilà, savoir ça, c'est un trésor, et l'école, jusque-là, ne l'a pas valorisé. Donc, premier sujet, c'est ça, c'est valoriser cette posture comme une troisième dimension qu'on oublie systématiquement. La deuxième chose après, c'est... Oui, allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'on ne l'oublie pas systématiquement parce qu'il y a une espèce de haine du chef aujourd'hui, de méfiance a priori envers le chef, due à l'individualisme, à l'esprit... je sais pas, on voit le chef justement comme celui qui veut du pouvoir et donc qui grappille du pouvoir sur les autres, avant de voir celui justement qui organise et qui mène vers le but de la mission. Merci pour cette question. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que ce qu'il y a de singulier dans mon approche, c'est que je redéfinis la légitimité du chef sur le discernement. Et le chef a été souvent décrié dans l'histoire, et plus précisément, ça répond aussi à votre question précédente du côté récent, c'est qu'on va dire l'ère industrielle a amené plutôt des chefs cérébraux. Pourquoi ? Parce que l'industrie a amené quelque chose de très scientifique, de très millimétré, et a amené des managers qui étaient là, entre guillemets, pour faire dérouler un plan de manière un peu rigide. Et ça produit quoi ? Ça produit des petits chefs. Ça produit du caporalisme, tu fais le plan. Vous voyez ? Et puis, encore une fois, aujourd'hui, avec le côté super communicant, désolé pour la formule, mais ça produit des chefs faux culs qui sont très doués pour faire des jolis compliments, passer la main dans le dos, et faire des super photos de groupe, et faire des super frontispes avec des valeurs qui scintillent de partout. Mais derrière le doré, il y a toujours du pourri. Et donc, dans la réalité, du coup, c'est la foire d'empoigne, du coup, c'est les plus grands faillots qui ont tout pouvoir, et c'est une logique qu'on appelle de chef de bande, en fait. Donc, en fait, on a soit eu le petit chef, soit le chef de bande. Et donc, c'est ces images-là qui ont beaucoup décrédibilisé la posture de chef. Moi, je suis très surpris. Une de mes conférences, c'est manager, leader ou chef. J'ai dit, il y a une troisième dimension qui manque, qui est l'intelligence de la mission, de voir l'unanimité que ça suscite, précisément parce que, où que vous alliez aujourd'hui, les gens voient bien que soit effectivement on a subi des chefs managers sans charisme et tatillons, soit des chefs de bande qui produisaient quelque chose de complètement fake, et que le fait de redéfinir les choses sur la mission, donc un chef qui prend la mesure des choses et qui est capable, c'est ma deuxième définition du discernement, de dire qu'en finalité le discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Donc de dire, ça c'est grave, ça on s'en fout, ça t'accélère, ça tu ralentis, ça tu reportes, ça tu insistes. Qu'il y a un chef qui habite l'exécution d'une présence de tri permanente et d'une capacité à voir ce qui est vraiment grave. Vous voyez, dans la société, les heures qu'on passe sur des choses dérisoires, ça, c'est un tel besoin que c'est plébiscité. Et donc c'est pour ça que, c'est le deuxième point de la question, c'est que moi je vais travailler beaucoup sur, justement, c'est pour ça que j'ai créé l'école du discernement, c'est former les décideurs à ce qu'on oublie de leur enseigner, la prise de décision. Comment on décide, donc le discernement. Et puis mon troisième levier, c'est, ça, je continue à le développer, c'est le travail d'équipe. C'est-à-dire qu'une des manières astucieuses de gérer l'évolution des élites, on ne va pas dire aux élites, vous êtes les mauvaises élites, dégagez. Par contre, on peut leur dire, et c'est ce que je fais en ostéopathie, de dire, toi, Steve Jobs, c'est un super créatif, mais je ne sais pas si tu t'es retourné derrière, ton équipe, elle morphe quand même. Hein. Parce que tu fais tellement des bons partout, là, que derrière, ça court dans tous les sens. Donc tes idées, elles sont bonnes, mais derrière, ça ne suit pas. Plutôt que de te remplacer, donc c'est tout le but de l'ostéopathie, c'est de dire, je vais te trouver un adjoint. Je vais te trouver un Indiana Jones
Un organisateur. un patron, qui soit organisateur, mais surtout décideur. Parce qu'encore une fois, il y a des organisateurs un peu rigides, vous voyez, qui sont trop planificateurs. Et je vais donc créer, c'est tout l'enjeu de l'ostéopathie, en fait, c'est créer des complémentarités d'équipe. Hein, si vous mettez Einstein, Atelier et Juppé ensemble, ça plane à 10 000, mais personne ne s'est décidé qu'au bouffer à midi. Voilà. Et que d'organisations ont coalisé des cerveaux, et dans l'Église aussi, ont coalisé des cerveaux qui sont capables d'avoir réponse à tout, mais qui n'ont aucune intelligence des priorités du moment, ou de dire stop, ça a l'air d'être un petit événement, mais c'est gravissime, et ça, on ne va pas se laisser déstabiliser par ça, parce que ce n'est pas grave. Et donc, du coup, tout l'enjeu, c'est d'articuler des personnalités entre elles. Et donc, dans la manière de valoriser les chefs, dans la manière de les faire advenir, une des étapes aussi, c'est la construction d'équipes. C'est plutôt que de changer toutes les élites, c'est au moins de faire des articulations. Moi, je rêverais aussi à la présidentielle, et j'ai proposé depuis très longtemps, de dire il faut proposer des binômes, mais pas des binômes idéologiques. Il faut proposer des vrais binômes complémentaires. Comme aux États-Unis? Comme aux États-Unis, là où la complémentarité n'est pas vraiment toujours respectée. Mais vous voyez, dans l'histoire de France, il y a eu des binômes exceptionnels. Ça s'appelle Louis XIII et Richelieu. Louis XIII, c'est plutôt un créatif, en fait. Un mec passionné par les arts, avec des gros problèmes de confiance en lui, qui du coup passe de l'effacement au côté caractériel. Et un Richelieu l'a complètement stabilisé et il a su enraciner le royaume dans quelque chose de très solide. Vous voyez? Ou c'est une Anne d'Autriche, qui est plutôt une excellente régente, mais qui est plus sur la manière de faire prospérer les affaires de l'État plutôt que d'aller sur le temps d'après. Et elle a un Mazarin qui s'occupe du temps d'après. Vous voyez, il y a eu beaucoup de binômes comme ça. Il y a eu quasi systématiquement, François Ier, Bayard, etc. Et donc, Henri IV et Sully, voilà. Donc, tous ces binômes-là, en fait, remarquez en France, enfin, je ne veux pas défendre la Ve République plus que, voilà. de droit, mais il y a quand même un binôme entre le président de la République et le Premier ministre où ça pourrait fonctionner. Bien sûr. Et vous voyez, c'est par exemple ce que De Gaulle a mis trop de temps à comprendre. Pompidou était un très bon complément pour De Gaulle. Et De Gaulle l'a trop attendu, il l'a trop vu comme un rival avant de vraiment se reposer sur lui. Et là où je suis assez convaincu de ça. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand je parle de prêtre, prophète, roi, qui sont les trois moteurs qui amènent chacun à des talents particuliers, j'appelle ça la trinité professionnelle. Seul Dieu et les trois. Nous, on est condamnés à interdépendre. L'erreur du sachant, vous voyez d'ailleurs comment les super sachants nous perdent en politique, parce qu'ils croient qu'ils savent tout. Sauf qu'ils savent tout, sauf décider. On a vu d'éminentes pointures intellectuelles se fracasser dans les élections parce qu'ils croyaient que leur dictionnaire ambulant aurait la réponse aux crises futures. Sauf que ce n'est pas dans le dictionnaire qui est la réponse, c'est dans l'écoute de l'inattendu. Et donc, il faut accepter le principe d'être complété, le principe qu'on est limité, et que le sachant, saint Thomas d'Aquin, il n'aurait pas pu prendre le pouvoir, mais il n'a jamais eu même la vérité de vouloir à tout prix s'imposer. Il conseillait, il proposait du contenu à Saint Louis qui décidait, et ainsi de suite. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que chaque rôle est tenu par des talents différents, mais encore faut-il accepter que chacun prenne le bon. Et le problème, c'est que l'évolution du pouvoir, ne serait-ce qu'en France, a d'abord amené les sachants, les Robespierre, etc., qui ont déraillé de la réalité. Vous voyez, l'inflation législative, c'est je crois tout savoir à l'avance, et donc je n'écoute plus rien. Et après, les communiques. Vous voyez, donc l'inflation législative, c'est à peu près comme si vous vous baladiez dans la jungle avec l'Encyclopédia Universalis dans le sac à dos. Et donc vous vous écroulez avec au bout de 100 mètres. Avec un guide complet qui envisage toutes les voilà. situations. Mais... Et du coup, faites 100 mètres, vous écroulez et vous n'avez plus l'énergie pour la suite. Et après, on a basculé dans une élite émotionnelle. Et donc, le problème, c'est qu'on revient à ça. Il faudrait inverser les rôles. Alors, comment en sortir, justement? Est-ce que juste un peu de conseils, ce serait suffisant ou... Pour moi, c'est tout ce que j'ai construit un peu dans mes livres, dans ma formation. Vous dites quand même qu'il faut reformer les chefs avec cette mentalité depuis l'enfance, dans la famille, etc. Oui. Ben, c'est pour ça que, encore une fois, déjà, valoriser ça. C'est une de mes premières ambitions, c'est de valoriser cette posture, de prendre conscience que le monde n'est pas bipolaire, qu'il y a une troisième posture, et que souvent, les gens qui ne sont pas forcément à l'aise à l'école ou dans la com peuvent être d'excellents décideurs qui attendent les événements, un peu comme les chefs de la guerre de Vendée ou de la Résistance, qui ont eu leur heure soudainement quand on les a portés sur le devant de la scène.
ça va être le premier sujet. Et si je le dis de manière très concrète aussi, dans les mouvements, que ce soit en politique ou que ce soit dans les associations, moi j'aimerais que certains super sachants ou super communicants aient l'humilité de savoir qu'ils sont bons pour faire les analyses ou pour communiquer, mais ce n'est pas les bons décideurs. Et je le dis clairement, il y a souvent de l'orgueil ici, de gens qui veulent à tout prix être sur le devant, même si, en fait, moi je trouve ça terrible de voir certains qui préfèrent perdre en ayant raison que gagner en s'effaçant. J'en ai vu beaucoup. Ils préfèrent perdre. Il y a quand même en France une espèce d'élite qui célèbre la défaite et qui veut, par romantisme béat et idiot, perdre de manière jolie. C'est complètement Avec panache. Avec panache. Bon. Et donc, il faut savoir s'effacer pour que le décideur prenne la place. C'est un premier sujet, mais on ira sur d'autres après. Une parenthèse. Emmanuel Macron, c'est quoi son caractère, justement, ces trois Moi, j'ai écrit des articles dès avril 2017 sur lui. Vous pouvez lire dans le Huffington Post, notamment. J'avais écrit un article sur lui. Emmanuel Macron, c'est le cas d'école pour moi d'une personnalité dont le génie est de bouffer l'énergie des autres, mais qui ne produit pas grand-chose. Voilà. Et donc, il y a une forme de toxicité. C'est le problème que produit un narcissisme poussé un peu trop loin, et on le voit dans pas mal de structures. Le narcissisme, quand il prend une dimension trop importante, devient destructeur, parce que le narcissisme, en fait, c'est une incapacité à être, c'est une capacité simplement à vendre. Donc, vous voyez comment en politique, on produit beaucoup de narcissiques qui sont des gens qui se sont construits sur l'image pure. Et donc, c'est des gens qui, à partir de là, pour survivre, continuent à construire leur image sans jamais plus faire l'aller-retour avec la réalité. Donc, vous voyez bien, c'est assez flagrant pour moi dans la trajectoire qu'il a pu avoir, c'est-à-dire, je dis que c'est de l'intermittence de l'éclat. C'est-à-dire qu'on a une image, puis une image, puis une image, mais il n'y a pas de trajectoire. Et donc, c'est en ça qu'il y a un fonctionnement. Voilà, c'est en ça que c'est un fonctionnement qui est très compliqué pour moi, justement, à appréhender. C'est-à-dire que, par rapport aux trois moteurs dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de contenu et il n'y a pas de discernement. Par contre, il y a une construction continue d'images en utilisant l'énergie des autres autour de cette image, et donc ça va nulle part. Oui, alors, je ferme la parenthèse, c'est très intéressant. Mais donc, vous disiez, pour former des chefs, d'abord, il faut prendre conscience que... Donc, prendre conscience de ça. Deux, ce que je vous disais sur les constructions d'équipe, c'est tout bête ce que je vais dire, mais je le dis donc en politique, en entreprise, dans les associations, la réponse à la complexité, ce n'est pas l'homme supersonique, l'homme avec un grand H, c'est l'équipe complémentaire. Donc, c'est vraiment avoir cette intelligence des complémentarités et d'accepter le principe que bien diriger, ce n'est pas tout contrôler. Bien diriger, c'est que chacun soit à son poste et laisser ses espaces. On revient à la subsidiarité. Mais vous n'imaginez pas, enfin si vous imaginez parce que vous le voyez au quotidien, le nombre de structures qui ont des belles finalités, qui se fracassent à chaque fois pour des raisons d'humain. Et en général, bah oui, et à chaque fois, on va invoquer des dissonances idéologiques, des dissonances de conviction. Non, c'est un problème d'humain. 95% des cas, c'est un problème d'humain mal géré. Et donc, du coup, avoir cette humilité des complémentarités. Moi, j'aime bien citer ça. Le Christ, il a choisi Saint-Pierre pour diriger l'Église. C'était le rugueux de la bande. Il y avait quand même, à Saint-Paul, il est arrivé après, mais Saint-Paul qui était la grande tronche, et puis on avait Saint-Jean qui était celui du charisme, de l'intelligence du cœur. Il a pris Saint-Pierre. Pourquoi ? Parce que celui qui dirige, c'est celui qui n'a pas l'intelligence de l'absolu du lien ou de l'absolu du contenu, c'est celui qui a l'intelligence de la relativité des situations. Il est peut-être plus rugueux, il vend moins de diplômes et de likes, mais par contre, il a la lucidité des situations. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là. Le deuxième point, c'est cette construction d'équipe. Le troisième point, après, c'est au maximum de se former aux situations. Donc, sur le discernement, moi j'ai créé l'école du discernement dans l'idée au maximum de faire passer, donc j'interviens aussi par ma structure dans plein d'environnements pour former au discernement. Il y a plein de choses à savoir, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit des bouquins là-dessus, c'est que j'ai plein d'astuces qui permettent d'y voir clair, et qui permettent de savoir quand c'est juste ou pas. Donc on peut former à ça. Sans aller sur cette partie-là, ce que je préconise, c'est d'exercer au maximum le vécu des situations. Pour la jeunesse, c'est du scoutisme, des colonies, tout ce que vous voulez. Les camps de jeunes ont le mérite infini de deux choses, encore une fois, de valoriser des profils qui ne le sont pas à l'école et qui d'un seul coup s'aperçoivent de leur valeur. Voilà, en tant qu'éducateur, vous l'avez vu 1000 fois. Et la deuxième chose, c'est qu'on apprend
voyez, moi, c'est tout mon débat intéressant parce que je travaille avec certaines universités, je forme voilà, dans certains cycles. C'est qu'il y a quelque chose de complètement buguesque et paradoxal sur ma matière et l'université. Pourquoi? Parce que l'université elle résonne en chair. Donc elle résonne sur le fait que c'est d'abord l'écrit initial qui donne la validation de la suite. On revient à mon Encyclopédia Universalis. Sauf qu'un bon chef en situation, il ne peut s'avérer que face à de l'inconnu. Donc sa légitimité ne vient pas du savoir préexistant, vient de sa clairvoyance dans les situations inattendues. Donc, pour former des chefs, l'essentiel est la pratique de l'inattendu. Et donc, il faut les mettre en configuration. Moi, je vous répondrai, parce que sans doute le lieu de l'université n'est pas le lieu où se forment les chefs et la prudence, justement, parce que la sagesse et le savoir, c'est une vertu, mais la prudence, c'est une autre vertu qui ne s'acquiert que sur le terrain, que dans l'expérience. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ma réflexion va aller sur, donc, dans la jeunesse, on l'a vu, mais au maximum, après, dans toutes les structures, de faire vivre. Alors, ça peut être les parcours initiatiques, comme par exemple Michelin le faisait très bien, de faire systématiquement commencer par un stage ouvrier, d'aller plonger un peu dans la réalité, etc. Ça va aussi, pour moi, j'appelle de toutes mes forces que dans un certain nombre de grandes écoles, il y ait systématiquement des mises en situation au moment du recrutement, qu'on évalue aussi. En fait, soit on fait des écoles de cerveau, auquel cas, à l'issue, on distingue ceux qui vont rester experts, ceux qui seront plutôt dans l'animation et ceux qui seront chefs. Soit on dit que c'est des écoles de chefs, que tous doivent devenir chefs après, auquel cas, il ne faut pas les évaluer que sur des examens, mais aussi sur du cas non conforme à gérer, de la mise en situation. Voilà. Et donc, dans les entreprises, c'est réplicable aussi. C'est-à-dire que si vous évaluez les gens que sur l'entretien et le CV, vous recrutez Juppé et Sarko à tous les coups. Juppé sur le CV, Sarko sur l'entretien. C'est-à-dire le meilleur expert, le meilleur vendeur. Mais dans la réalité, si vous voulez vraiment un chef, si vous voulez savoir que c'est un bon futur chef, il faut lui trouver une situation inattendue à gérer et l'observer pour voir comment il gère l'inattendu. Est-ce qu'on peut apprendre à devenir un bon chef? Bien sûr, après... Et comment s'exercer, justement? Comment on fait pour se retrouver dans une situation de crise? En fait, alors, la vie souvent s'occupe de vous là-dessus, malgré vous, l'air de rien. Après, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on peut apprendre à être un bon chef, mais la limite, c'est qu'il ne faut pas non plus se mettre en trop grand écart par rapport à ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent à tout prix être des chefs, alors qu'ils ne sont pas forcément à l'aise dedans. Donc, encore une fois, la partie mise en situation se fait soit par des stages, soit par des vécus particuliers. Moi, j'ai une partenaire, par exemple, qui fait des escape game managers où elle met les gens dans des situations inattendues. C'est plein d'enseignements. Comme ça, on peut observer. Voilà. Donc, il y a des choses qui existent. Après, une petite nuance qui peut intéresser vos éditeurs, c'est que pour moi, il y a 3 types de management, en fait. Il y a le management de projet, il y a le management d'animation et le management d'opération. Le chef dont je parle depuis tout à l'heure, c'est le manager d'opération, celui qui gère l'inattendu tout le temps. Mais le manager de projet, celui qui a un projet, je ne sais pas, audio-vidéo, celui qui a un projet artistique, tout ce qui va être partir du cerveau d'abord pour ensuite aller vers une réalisation, c'est quelque chose qui va mieux au profil prophète et cérébraux. Voyez et donc, quand Descartes dit « je pense, donc je suis », en fait, il fait un lapsus de prophète. Il parle de tous les prophètes. Ils pensent d'abord et vont vers la réalité après. Celui qui crée sa start-up au départ. Heureusement qu'il a cette super idée que personne n'a eue. Donc, intéressant pour les gens de savoir qu'ils peuvent être un cérébral, il sera très utile quand il porte un projet. Un relationnel, il sera très utile quand il développe les gens. Management d'animation, l'éducation, je pense que tous autant qu'on est, on s'est souvent mis à aimer une matière parce qu'on a un professeur qui d'un seul coup nous l'a fait aimer. Et c'est son génie humain beaucoup plus que son savoir qui nous a touchés. Donc il y a un génie pour ça. Et puis le management d'opération, c'est chaque fois qu'il y a beaucoup d'effectifs et beaucoup d'inattendus. Donc une des manières de répondre au sujet aussi, c'est pas de voir juste le chef tout court, mais de voir qu'il y a 3 types de management dans lesquels chaque personnalité aura une légitimité plus forte. C'est très intéressant. J'aimerais qu'on conclue parce que vous pourriez développer. J'invite plutôt les auditeurs à lire vos ouvrages. Donc le premier, Le temps des chefs est venu. Et puis le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Pour prendre les bonnes décisions, changer de méthode.
Le livre qui va sortir en plus en livre de poche. Il sort en c'est ça poche dans 15 jours. Ouais. Dans 15 jours, très bien. Alors, pour terminer, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vos romans, en particulier Les Feux de Notre-Dame. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne le connais pas, mais vous m'en avez une petite description. Vous avez parlé de résilience. Oui, ça c'est quoi la résilience? Ce qui est très intéressant, ça rejoint aussi un peu nos questions d'éducation, etc., c'est que souvent, ce qui crispe l'éducation et qui crispe les projets, c'est qu'on sait modeler la vie d'une certaine façon, et à partir du moment où elle ne se passe pas comme prévu, on se crispe, on s'arc-boute, on se déteste, on râle, etc. Et je l'ai dit, je vous disais tout à l'heure avant qu'on commence, en disant que je vous citais cette phrase de militaire qui dit « Le premier mort de la guerre, c'est le plan ». C'est le plan, oui. Ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a un père de famille qui disait d'abord on a des projets, enfin, ou des idéaux, des et principes, ensuite, des principes, et ensuite on a des enfants. Voilà, c'est ça. J'adore, ouais, c'est très très bien. Excellent. Il dit tout en un mot. Et donc l'idée, c'est que pour moi, vous voyez, l'incendie de Notre-Dame, on peut forcément, j'étais le premier à être extrêmement ému par ce qui s'est passé. Je suis allé au chevet de Notre-Dame le soir même, j'ai marché de chez moi jusqu'à Notre-Dame, etc. J'ai été marqué, comme tout le monde, par ce drame que fut l'incendie de Notre-Dame. Et une fois qu'on a digéré l'événement, comme tout accident de vie, soit on veut à tout prix savoir qui sont les coupables et on perd un temps, il faut que certains le fassent, c'est le boulot de la police, etc. Mais on passe un temps infini juste à comprendre pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu. Soit on accueille, parce que c'est souvent comme ça dans la vie, la convocation que représente cet événement. Et souvent, les événements livrent leur portée plus tard. Donc, vous voyez aussi, on revient au discernement, écoute, accumuler jusqu'à l'évidence. J'écoute beaucoup avant d'y voir clair. Là où dans un monde instantané, on veut juste taguer l'émotion immédiatement. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est de me dire, ce qui s'est passé là, en fait, la cathédrale qui s'est écroulée extérieurement nous a permis de tous prendre conscience de la cathédrale qui s'est écroulée intérieurement. Et c'était l'occasion de prendre conscience collectivement de ce qui nous unissait. Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est par beaucoup de la de fragilité de ce qui nous unissait. Oui. La fragilité, à la fois la fragilité de ce qui nous unissait, mais paradoxalement aussi, autant il y avait des gens qui découvraient quelque part ou qu'il y avait quelque chose qui leur manquait, autant j'étais absolument bluffé de voir beaucoup de gens qui, sans avoir la foi, et notamment aussi beaucoup d'étrangers, j'étais bouleversé par le nombre de messages que j'ai reçus d'amis que j'avais à l'étranger, qui ont été profondément touchés par ça, et de toutes les religions, Et donc, c'est prendre conscience de cette matrice souterraine qui nous unit, et donc c'est à la fois, c'est pour ça que je dis que c'est un moment de résilience nationale et personnelle, à la fois de prendre conscience que c'est précisément une convocation, que pour moi, au niveau national, un événement comme ça devait d'abord être l'occasion d'un ralliement sur ce qui nous unit secrètement, et donc de célébrer ça et de le dupliquer, parce que chaque village a son lieu de ralliement, en fait, qui est dans le décor, pas forcément nommé, mais qui est là. Et d'autre part, c'est aussi pour moi l'occasion de résilience personnelle, c'est-à-dire que j'ai mis en scène autour de l'incident de la cathédrale plein de personnages très variés, de policiers qui font une enquête, un clochard, un petit vieux qui est dans son immeuble à côté, des personnes étrangères de tous horizons, etc., des pompiers. Et tous vont avoir au contact de cet événement quelque chose qui va se passer dans leur vie. Et c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que cet événement, un événement qui se produit comme ça, est souvent l'occasion, justement, d'un relèvement démultiplié. Non, c'est beau, tout à fait, et sans doute que le discernement, l'intelligence des situations consiste à savoir, à mesurer avant les autres quel va être le retentissement de tel événement. Exactement. Et dans quel sens ça va aller, et donc comprendre cette... c'est vrai que l'incendie de Notre-Dame, sur le moment, évidemment, c'est comme vous l'avez dit, c'était émouvant, mais qui pouvait imaginer que ça allait susciter tant de dons, et puis une reconstruction si rapide, et puis que c'est devenu vraiment le symbole de la France chrétienne qui risque de disparaître, qui est menacée, etc. Et oui, effectivement, c'est... alors je vous remercie de me l'avoir offert. Non, avec plaisir. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces éléments de réflexion sur le chef, sur le discernement, sur comment faire naître aussi des gens capables d'avoir cette intelligence des situations. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin, quelque chose que vous vouliez ajouter On peut aller sur ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire qu'en fait,
les épreuves, c'est un peu le message que j'ai envie de donner, parce que ça convoque aussi bien le discernement, la foi, la vie. Les épreuves sont des convocations pour un relèvement. À partir du moment où on est obsédé du fait que chaque chose qui se présente à nous n'est pas tant un pas de côté ou un effondrement, mais une convocation, un rendez-vous, et que le discernement, c'est précisément, comme vous l'avez très bien dit, d'en mesurer le message singulier, la portée, le retentissement, eh bien, tout est traversable, et c'est ça qui nous est demandé. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour ces éclaircissements et ces réflexions tout à fait passionnantes. Je montre à nouveau les livres, vos livres. Le temps des chefs est venu, changer le casting de la politique, et réédition avec portrait d'Emmanuel Macron. Voilà, le temps des chefs est venu. Et puis le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. C'est une bonne formule. Et voilà, et les deux romans, Les Feux de Notre-Dame, dont vous venez de parler, et puis Code 418, ça c'est sur, vous avez dit, c'est sur le... C'est sur la Grande Guerre, sur la Grande Guerre. Comment on prend des décisions au milieu du chaos. Au milieu du chaos ? Au milieu du chaos. Je fais vivre heure par heure la vie d'un jeune chef de section de la Grande Guerre, où il va se retrouver dans des situations qui s'enchaînent les unes après les autres sans que rien soit prévu. Comment on puise à l'intérieur de soi la ressource pour prendre la décision juste, quoi, la moins mauvaise. Très bien. Et espérons que cet entretien suscitera des chefs nouveaux qui ont justement cette compréhension des différents aspects. Et que j'appelle de mes vœux. Très bien. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode de Pour une fois. Merci François Bert pour cet entretien. Merci Michel.